gestation de 9 mois, est-ce que ça vous parle? Est-ce que la métaphore poétique... Non, je ne dirais pas parce que la gestation d'un spectacle comme celui-là, ça ne se fait pas dans cette dernière phase. Ça se fait pendant des années, pendant des temps où le groupe au début qui a commencé à résonner autour de cet événement, on était 5 autour d'une table. Et de là, les choses se sont élargies, sont devenues ce que est maintenant. C'est tout préparé pour cuisiner un grand gigantesque banquet. Alors, toute la préparation, toute l'étude de qu'est-ce qu'on aurait cuisiné, toute la période de décision, d'achat, de visite et de marché, aboutit à un moment dans lequel on commence à cuisiner, on est là. Mais la grossesse, si on veut faire la comparaison, ça aura duré à la fin de compte probablement beaucoup plus que 6, probablement même 7 ans. D'accord, ok, depuis le moment où effectivement les débuts de l'idée ont germé et que vous l'avez mis. Vous êtes confronté quand même à une population qui est très très différente du milieu dans lequel vous avez l'habitude d'évoluer, des vignerons, des gens de la terre. Pour la plupart des gens qui sont responsables de commissions sont tous vignerons, des patrons vignerons, et célèbrent le travail des petits vignerons, des tâcherons. Comment vous ressentez ça? La première idée du livre était de célébrer justement les petites gens qui faisaient la fête des vignerons. Comment on célèbre les petites gens qui font du vin? Est-ce que ça vous parle aussi, ça? Et on est parti de ça. L'idée de la fête, ce qu'on est en train de faire, c'est justement de chercher de donner forme au sens même qui est caché, soit qui est représenté à l'intérieur de cette fête, que c'est aussi une forme pour la confrérie de primer, de donner une attention, de choisir qui sont les meilleurs vignerons tâcherons. Alors, ça, c'est comme ça a été le centre de toute la recherche pour réussir à donner forme à tout ça d'une forme poétique. L'autre aspect que vous avez mentionné, qu'est-ce que c'est pour moi découvrir un monde qui est inhabituel? Dans mon métier, j'ai sauté entre la Russie, le Canada, le Mexique, l'Uruguay. Je continue à voyager dans le monde dans des conditions très différentes. Si tu travailles dans le cadre d'une opéra, si tu es avec Guy la Liberté au Cirque du Soleil, ça change à chaque fois. Mais à la fin de compte, il y a quelque chose qu'on cherche de retrouver, de recréer. Et c'est la possibilité, au moins dans mon cas, de pousser plus lointain certaines images, de réussir à créer de la surprise à travers de l'émotion, de réussir à marquer la mémoire à travers quelque chose de touchant. Justement, je voulais rebondir à ce niveau-là. Dans le scénario que vous avez écrit, vous avez imaginé d'abord rêvé et ensuite écrit, la proportion de ce qui est modulable, de ce qui peut encore évoluer dans la pratique. Vous savez, Picasso disait, quand on sait exactement ce qu'on va faire, à quoi bon le faire? Est-ce que cette partie de la surprise qui est liée à l'acte créatif vous habite encore? Mais la question, c'est que quand tu as un peintre devant ta toile, tu peux reprendre de la forme qui a répondu Picasso. Comme quand tu es un acteur, que tu travailles dans ton petit théâtre, tu peux réagir d'une forme très intuitive même. Et cet espace cet espace à remplir plutôt que de liberté, c'est quelque chose auquel on peut bien sûr s'attacher énormément. Quand tu as devant toi un bloc de marbre gigantesque et tu dois convaincre la ville de Florence et ses notables à te le donner pour faire quelque chose, et tu commences à donner les premiers coups de marteau, tu dois savoir bien la proportion de ton David, où va être le nez, où va être le... Alors là, c'est sûr que malgré que tu le vois, tu l'entrevois, tu le vois parfaitement à travers la pierre, tu pourras avoir des surprises. À chaque coup de marteau, tout d'un coup, tu peux te surprendre que la réaction que tu t'attendais n'est pas la même.
il faut exactement être capable de diriger le rêve jusqu'à même devant les surprises. Et c'est vraiment une attitude que sur les grands spectacles, sur des spectacles où la complexité de nombre de personnes, la technologie, les challenges exactement structurels sont tous là, alors il faut vraiment avoir une image très précise. Et l'espace d'adaptation, c'est simplement pour réussir à porter le bateau dans le port où on voulait arriver. Vous êtes probablement au fait de la fierté des Vaudois d'être Vaudois. Ces fameux Vaudois, on a écrit plein de choses, il y en a point comme nous. Je ne sais pas si vous avez visité l'exposition qui a eu au musée romain il y a quelques années. C'est une identité qui est tellement forte. C'est là que vous vous frottez tous les jours de votre présence à ces fameux Vaudois. Comment vous les décririez, sachant qu'ils sont une partie composante de votre matière première. Mais c'est très difficile d'écrire en deux mots un peuple, parce qu'on risque toujours de tomber un tout petit peu dans entre guillemets, dans le cliché. La caricature. Oui, mais c'est vrai que dans cette région, on retrouve, comme on en retrouve dans d'autres régions, des gens qui sont fiers, surtout en travaillant avec des vignerons, de leur environnement. Ce sont des gens qui sont fiers de leur paysage. Quand tu marches avec eux dans le vignoble, ils te disent « Regarde la beauté de tout ça ». Ils sont habitués à regarder le lac, à regarder les montagnes, le ciel. Donc ils sont très fiers, par exemple, de leur paysage, que ce n'est pas tout le monde que tu rencontres. Si tu es à New York, les New-Yorkais sont très contents de New York. Ils sont très fiers d'être New-Yorkais, mais ils ne vont pas te dire « Regarde ». C'est une autre forme. Peut-être, vu que je côtoie un certain type d'habitants de Vevey, probablement je côtoie ceux qui regardent le ciel, le lac et les montagnes. Peut-être c'est pas tout le monde qui a cet attachement à leur terre. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a comme une gentille fierté aussi, parce qu'il y a des endroits dans lesquels l'attitude de fierté devient un tout petit peu comme une fermeture plutôt qu'une ouverture. Je crois qu'ici, il y a une capacité d'accueil qui permet justement d'avoir une fierté légère et accueillante. D'accord. Vous agissez partout dans le monde, vous venez de le rappeler, aux États-Unis, en Asie, à Moscou. Voilà. La relation que vous faites en parlant avec des gens qui évidemment n'ont jamais entendu parler de la fête des vignerons, j'imagine aux États-Unis, la notoriété de cette fête, telle que vous l'avez appréhendée quand on vous a confié ce mandat-là, est-ce qu'elle est à la hauteur de tout ce qui est, le décorum qui est, moi j'ai relevé par exemple vos propres ambitions, est-ce que la notoriété de cette fête est à la hauteur de vos propres ambitions, peut-être l'harmonie de votre parcours, est-ce que la fête des vignerons est un jalon intéressant après avoir réalisé des cérémonies de clôture du JO? Du moment que moi et Julie, on nous a appelés, on a trouvé que le contexte était tellement intéressant et merveilleux parce que c'est rare se retrouver dans un contexte similaire. C'est vraiment très rare avoir des spectacles qu'on construit avec autant de passion, avec autant de personnes qui n'ont jamais construit quelque chose de similaire et qui renouvelent simplement une tradition parce qu'ils l'ont vécu il y a 20 ans, mais sûrement dans d'autres positions, dans d'autres postes. Donc ils ne peuvent pas te transmettre un savoir-faire. Il faut reconstruire un savoir-faire à chaque fois. Malgré, il y a des expériences, malgré quelqu'un était déjà dans des commissions, etc. Mais ce n'est pas la même chose à la fin, construire un spectacle de cette nature qu'à chaque fois, à chaque 20 ans, 25 ans, se confronte avec des nouvelles technologies, avec des pas qui ont été faits en avant dans le monde du spectacle, etc., qui à chaque fois obligent tout le monde à se dire, même s'ils étaient les mêmes,
dans les dernières 20 ans, il découvrirait que tout est changé, ou beaucoup de choses ont changé, que le public s'attend le présent, pas un passé décollé totalement du présent, parce que quand même, c'est un spectacle que tu achètes à des prix comme si tu vas voir un gigantesque concert rock. Tu t'attends ou une grosse première d'opéra, donc tu t'attends quelque chose d'important. Alors donc, c'est vraiment d'un côté, c'est parce que je suis suisse, je ne suis pas un Américain, donc je sais qu'est-ce que c'est la fête des vignerons. On sait l'importance de ça. Mon père a étudié ici photographie. Donc, je sais que chez nous, dans notre chez nous, que c'est la Suisse, la fête des vignerons devient et a la possibilité de se dire un des plus gros spectacles qui se fait à chaque 20 ans dans tout pays confondu, dans le nôtre. C'est vrai que c'est quelque chose qui appartient à une région bien précise, donc malgré l'UNESCO, malgré ces choses, il n'y a pas un ami dans le monde du spectacle qui a la minime idée de qu'est-ce que c'est ce que je suis en train de faire, et à chaque fois, quand je leur montre les plans, quand je leur montre qu'est-ce qu'on est en train de faire, il y a toujours une surprise. Il y a une quantité d'amis, metteurs en scène, producteurs et gens de mon milieu qui vont venir de vraiment beaucoup d'endroits dans le monde parce qu'ils sont étonnés de cette aventure, donc ils veulent être là pour la voir. Donc c'est un grand plaisir. Vous n'êtes pas rebuté par ce rôle d'ambassadeur au fond de la fête, le principal ambassadeur au fond à travers ce que vous pouvez nous dire quand on vous invite On est tous des ambassadeurs de la fête. Je ne crois pas, chacun dans le sien, hein, dans sa famille, il part en vacances et il se trouve dans un hôtel avec des gens, il pourra raconter que chez lui, on fait des choses d'une certaine forme, qu'il va participer dans... Chaque personne enthousiaste est ambassadeur de ce qu'il aime. Donc moi, je le fais dans mon petit milieu, comme chacun de nous. Comment vous qualifieriez vos relations avec les bénévoles, avec les gens? Je me suis aperçu quand même à travers d'abord les castings, puis ensuite les répétitions, les endroits où vous appréciez qu'il y avait une certaine hiérarchie quand même. Je veux dire que même si vous êtes très accessible, il y a une manière de distribuer les rôles, votre volonté à travers des chefs de chœur, voilà. Mais ça, c'est la structure. Il faut, et autour de cette création, il y a la grande partie des créateurs, surtout ceux qui vont travailler avec les bénévoles, on a tous de l'expérience sur ça et on a compris en le faisant qu'il faut prendre l'enthousiasme, savoir le maintenir et le régénérer dans l'éventualité qu'une certaine fatigue, une certaine ennui s'installe. Donc il faut être vraiment très, très attentif à créer des relations très personnelles. Et c'est quelque chose qu'au début c'est des visages, après ça ou des numéros attachés à chacun pour pouvoir reconnaître. Et lentement, sur des créations si longues, ça s'installe comme des relations. On se voit, on se rencontre au restaurant, au bar. On a aussi compris que, par exemple, maintenant, on ne peut plus parler. On ne peut plus parler dans les restaurants. Parce que il y a oreilles partout. Donc, avant, on faisait nos réunions de création dans les bars, dans les restaurants. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais ouh! Parce qu'on voit qu'il s'installe un silence autour de nous, en général. Les gens chuchotent, tu vois qu'ils sont toutes branchés sur ce qu'on est en train de dire, même quand on parle de nos prochaines vacances ou je ne sais pas quoi. Donc, on pourrait faire le test. On pourrait une fois, dans un bar, lancer une chose et de se dire que bon, c'est sûr qu'on va les convaincre d'avoir un rhinocéros rose et tu verras que le jour après, tout le monde parle qu'il va y avoir un restaurant. Donc on pourrait tenter des choses comme ça, mais c'est ça le contexte. J'allais dire vos relations aux bénévoles, sachant que le fait de savoir qu'ils ne sont pas payés, qu'ils ne sont pas rémunérés pour leur travail, ça vous fait poser un regard différent sur eux de ceux que vous payez dans votre entourage. Je crois que
c'est deux expériences totalement différentes, dans le sens, quand tu décides de participer à une Olympiade, c'est parce que tu veux vivre à l'intérieur d'une aventure quelque chose de spécial, de unique, etc. Quand tu vas à une école, ce qui est devant et qui t'enseigne est payé et toi tu es là assis donc la question ne se pose pas dans qui est payé ou comment. La question qui se pose, c'est qu'à l'intérieur même de ce spectacle, il y aura des artistes qui vont y participer, qui vont être sur scène, que c'est leur métier. Et ça va nous permettre de pouvoir en 2 minutes donner des indications, sachant qu'il va y avoir une réponse immédiate. D'autres, il faut tout à fait construire une habilité et une forme d'être sur scène. Et ça va être pour eux une expérience. Mais que ce soit des professionnels ou pas des professionnels, toujours il faut tenir compte que derrière, il y a l'envie d'être traités comme des individus. Ça, c'est fondamental. Donc, par exemple, dans tout ce qu'on a fait, moi et Giovanna ensemble dans ces années, et on le verra dans les costumes, il y a une attention pour construire, même dans les groupes qui sont une unité, des individualités. Et ça, c'est vraiment notre travail. C'est de l'humanisme, c'est une forme d'humanisme, une expression de respect de l'être humain. Je crois que j'ai lu que vous aviez participé à un programme humanitaire dans vos jeunes années. Ça trahit votre humanisme, justement, un homme au grand cœur. Je viens d'une troupe, je travaille depuis 35 ans avec les mêmes gens. Je fais ce métier parce que c'est un métier, qui fait du théâtre le sait, c'est un travail qu'on fait ensemble. On ne peut pas le faire tout seul. Donc, il faut pousser toujours et se tenir très fidèle à cette idée de troupe et de famille et de construction d'une tribu dans ce cas. Donc nous, on va arriver, on va construire une sensation de tribu. On va vraiment créer comme un noyau dans lequel on va se passer entre 5000 et plus sur scène. Et les autres qui vont nous aider à construire tout ça comme un mécanisme même initiatique qui va nous faire être partie de la même aventure. Et avec nos secrets qu'on va établir entre nous tous. Et ça, c'est, je crois, la clé. Une de vos qualités, j'ai remarqué que vous étiez Capricorne, du signe du zodiaque. J'ai côtoyé un Capricorne très longtemps, puisque mon père était à 5 jours près de ce signe. Je me souviens de son courage. Ses qualités principales, c'était son courage. Vous prêteriez à ce signe justement cette vertu de courage qui vous fait entreprendre tout ce que vous avez entrepris jusqu'à aujourd'hui? Moi, pendant des années, je suis grandi en pensant que j'étais dragon de feu, parce que j'étais né le 10 janvier exactement. Donc, j'ai passé jusqu'à presque 52 ans de ma vie en me sentant un dragon de feu. Après, quand j'ai fait une fois de l'agopuncture, un médecin chinois m'a dit « Quel est ton signe? Quelle est ta date de naissance ?» Des gens disent « Ah, tu es un lapin de... » Je ne me rappelle pas si c'était de l'eau. C'est que lapin. Ah oui, parce que l'horoscope chinois est décalé. Attends, comment? Je ne suis pas un dragon. Non, je suis un lapin. Alors, depuis là, je ne crois plus rien aussi. Excellent. Si on parle de courage, si on continue de parler de courage, je pensais que celui-ci il est transmissible à votre troupe, justement. Mais c'est ce qu'on fait. On transmet. Il faut donner la force, la capacité d'être sur scène. On va avoir des petits personnages qui doivent, des interprètes, des chœurs, des gens que pour la première fois, ils vont se produire devant 20 000 personnes. Il faut avoir de la force, de la puissance pour le faire. Le courage, je crois que pour faire ce qu'on fait dans ces dimensions, c'est une caractéristique, je crois, de tous en tout cas les créateurs qui sont autour de moi. C'est du courage, c'est de l'inconscience, c'est de la sûreté qui se mêle aussi à la peur,
qu'on maintient très secrète. Quel ingrédient vous mettez à disposition des chefs de troupe quand ils verront peut-être, je ne sais pas, après la 3e, 4e, 5e présentation, pas de la lassitude, mais simplement de la fatigue. On imagine que chacun de ces costumes va peser des kilos, avec des représentations parfois 2 ou 3 fois par jour, dans la chaleur du mois de juillet et du mois d'août. Qu'est-ce qu'il faut développer comme argument auprès de ces... On est des guerriers. Des guerriers. Qu'on est des guerriers, et qu'on est des guerriers de lumière. Et que quand même dans la fatigue plus grande, les gens de théâtre, on le sait, qu'il y a des gens qui travaillent dans les rues, qui mettent du goudron, il y a des gens qui font des travaux, il y a des infirmiers qui travaillent dans des hôpitaux à des rythmes. Donc je crois que malgré tout, on fait un travail de lumière dans lequel quand même on a du plaisir. Donc si on serait mort de ça vite, on retrouve l'énergie. The show must go on. Moi, je ne suis pas vraiment de cette... C'est pas de show must go on, c'est une autre. C'est pas que le show est devant. Personnel. C'est une chose plutôt que tu dois être digne de faire partie d'un show. C'est différent. Beaucoup, Daniele. À toi. À bientôt. À bientôt. À bientôt. C'était super, merci. Merci.